Je m'appelle Éric Brouillard, je suis professeur en éducation et formation ici à l'Université Paris-Cité et je dirige le laboratoire EDA, éducation, discours, apprentissage. Alors ça fait à peu près maintenant près de 40 ans que je travaille sur les questions de conception et d'usage des technologies informatiques pour l'éducation et la formation. Alors dans une double perspective, une perspective à la fois critique et une perspective constructive. Alors pour le travail ici que je fais à l'Université Paris-Cité, j'ai des étudiants en master 1, master 2 et des doctorants. Alors c'est un peu difficile de vous dire tout ce qu'on peut faire là-dessus. Dans le lien avec l'enseignement à distance, on a un module pour les masters sur l'enseignement à distance, justement. Alors ce qu'on leur fait faire, c'est que dès le début du cours, on leur dit, voilà, vous devez faire un enseignement à distance. Vous devez choisir quelque chose, avoir des objectifs que vous allez donner à distance. On va vous aider sur tout le dispositif, mais vous choisissez absolument le thème que vous voulez. On n'a aucune contrainte de thème. Le tout, c'est que ça soit à distance. Après, vous allez évaluer les personnes qui vont suivre ce petit bout d'enseignement à distance. Elles aussi, vous allez aussi tester ce que font vos camarades en enseignement à distance, et après vous faire un rapport sur qu'est-ce que vous avez fait, quelles questions vous avez posées, et qu'est-ce que vous tirez comme conclusion de tout ça. Alors ça donne des choses intéressantes parce qu'ils se retrouvent en position de faire, il faut qu'ils fassent, et en plus, ils sont obligés de comprendre les reproches ou les critiques ou les choses positives faites par leurs camarades sur leurs propres enseignements. Et comme tout le monde le fait, tout le monde est en position à la fois de concepteur et de testeur. Et en gros, ça leur permet d'agir et de réfléchir sur leurs actions. C'est vraiment très important, parce que si on ne fait que théoriser, c'est très difficile à voir comment on fait les choses à distance. Dès le départ, il faut se dire que notre enseignement, il a toujours été hybride. Notre école, elle a une formation hybride, dans le sens où les enfants, les étudiants viennent en présence l'après-midi et le matin, mais le soir, très souvent, ils travaillent chez eux. Et ils font des exercices, ils font des devoirs, ils font des révisions, ils peuvent travailler entre eux. Donc il y a une partie qui est une partie à distance. Alors un enseignant, après, quand il va se retrouver dans des situations, j'espère que non, mais on ne sait pas ce qui va se passer avec le Covid ou d'autres maladies, en nécessité d'opérer des choses à distance, déjà, je pense qu'il faut qu'il puisse être déjà formé à comment faire des choses à distance. En fait, c'est très peu dans la façon de former un enseignant à l'heure actuelle. Il est très peu confronté lui-même à l'organisation d'enseignement à distance. Donc, pour l'instant, il ne sait pas faire. Et quand on ne sait pas faire, très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de calquer à distance ce qu'on fait en présence. Et là, ça ne marche pas du tout. Peut-être qu'il faut repenser la formation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout attendre d'une formation descendante liée aux enseignants, et il faut peut-être favoriser des travaux entre les élèves eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils passent du temps entre eux. S'il y a trop d'isolement, les jeunes élèves, et même les plus vieux, ont toujours du mal à continuer à travailler. Mais si, effectivement, on arrive à trouver des substituts, des compléments, des choses qui leur permettent, effectivement, d'avoir une partie du travail qui se fait en dehors du lieu d'enseignement, mais avec des copains, des copines, avec d'autres personnes, des adultes. C'est-à-dire que si on a finalement un apprentissage plus ouvert, je pense que ça serait intéressant. Mais pour l'instant, les enseignants ne sont pas formés à ça. On a des modèles un peu récents qui se développent avec Internet, ce qu'on appelle l'apprentissage connecté. C'est-à-dire maintenant, quand vous voulez apprendre plein de choses, vous pouvez apprendre directement sur Internet. C'est en train de s'ouvrir énormément. Avant, ça se faisait localement. Donc, dans votre entourage, vous pouvez apprendre des éléments de cuisine, des éléments de peinture, enfin tout un tas d'activités qui ne sont pas forcément liées au scolaire. Vous pouvez les apprendre autrement, mais dans un lieu proche. Maintenant, vous pouvez vous connecter avec plein de choses distantes. Le problème, c'est que l'apprentissage connecté, il n'est pas aussi simple si les personnes ne savent pas diriger, contrôler leur propre apprentissage, c'est-à-dire se saisir des occasions d'apprentissage que leur offre Internet pour développer tout un tas de choses. Et après, les offres distance, pareil, le lien doit se faire avec le contexte de travail proche, local. Et c'est cette connexion entre le local et le distant qui est vraiment la question principale. La reconnaissance sociale, la reconnaissance sociétale de ces modes d'apprentissage, donc de l'apprentissage connecté, tout ça est en train de changer. Alors effectivement, on sait que dans beaucoup de cas, les gens n'acceptent pas trop
les certificats à distance, en se disant il n'a pas forcément travaillé correctement, etc., etc. C'est tout l'enjeu qu'on a actuellement entre les diplômes d'un côté, qui sont délivrés par les grandes institutions, et tout un tas d'autres certifications de badges qui sont donnés par n'importe qui, a priori, ou tout le monde. Et ce que vont reconnaître les gens, c'est qu'ils reconnaissent les diplômes, mais ils vont certainement, quand ils choisissent des gens, regarder complémentairement les autres certificats que la personne a pu avoir, les autres formations qu'elle a pu suivre, et sa capacité finalement à se former avec le réseau. En partie s'auto-former, mais se former continuellement. Comme on sait que dans cette société, on devra apprendre un peu tout le temps, continuer à progresser, ceux qui montrent cette capacité, à mon avis, ont des atouts tout à fait fondamentaux pour réussir. Cet épisode de la pandémie est surtout ce qu'on a appelé la continuité pédagogique, c'est-à-dire le passage extrêmement rapide, quasi immédiat d'un enseignement qui était en présence à un enseignement à distance, en fait, a révélé que ces passages rapides engendraient beaucoup d'inégalités. Alors en fait, c'est des choses qui sont déjà bien connues depuis très longtemps. On sait que, dans la grande majorité des cas, l'utilisation de technologies informatiques, sans compensation, sans contrepartie, génère énormément d'inégalités. C'est-à-dire, si on utilise des technologies numériques pour l'éducation, sans qu'on aide des populations qui sont plus à risque, plus éloignées de la formation, eh ben, on ne fait qu'augmenter sans arrêt les écarts de population. Cet accompagnement est en partie technologique, mais il est surtout sur la façon une façon plus personnelle de prendre un petit peu les choses, d'avoir envie d'apprendre, de faire les efforts pour apprendre, etc., etc. Donc une certaine maîtrise nette technologique enlève certains types de blocages, mais après, c'est, je pense, plus développer une appétence et pousser une appétence pour, effectivement, faire tout ce qu'il faut pour apprendre. Alors, il y a une superbe étude américaine, fin des années 90, où ils ont regardé des élèves, en gros l'équivalent CM2, des élèves de 4e, et ils ont fait le lien entre le temps d'utilisation de l'ordinateur et leur réussite scolaire. Et en fait, ils se sont aperçus que plus ils utilisaient l'ordinateur, moins ils réussissaient. Pourquoi ? Parce que tout bêtement, ils avaient des populations d'enfants qui passaient leur temps à jouer. C'est-à-dire que ce qu'ils faisaient sur l'ordinateur n'avait aucun espèce d'intérêt pour les demandes scolaires. Et les élèves qui sont plus en facilité vont s'ouvrir, c'est-à-dire ils vont utiliser l'ordinateur de manière extrêmement diversifiée. Donc ce qu'on a besoin, c'est des gens qui amènent en fait les enfants, les élèves, les adultes à s'ouvrir, à vraiment regarder le monde de manière ouverte le plus possible. On peut dire effectivement que l'encadrement est nécessaire, mais l'enseignement, ce n'est pas le passage d'informations. En fait, le principe même de l'enseignement, c'est l'activité. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas sans activité, sans exercice. Donc si quelqu'un nous aide dans des exercices, il n'y a aucun souci, on apprendra. S'il est compétent, ou même s'il n'est pas complètement, mais qu'il sait nous orienter, si on complète les éléments dans l'activité, il n'y a pas de souci. L'enseignement, ce n'est pas une transmission d'informations. C'est beaucoup plus que ça. Ça ne fonctionne que si on trouve des exercices qui nous permettent de nous entraîner, d'aller plus loin, de tester les choses, etc. Il faut penser l'enseignement à partir des activités, des exercices, pas des informations. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez l'apprentissage de la musique, je vous ai dit l'apprentissage connecté, c'est pas du tout pareil. Vous dites, je vais apprendre la guitare pour tout seul, vous allez apprendre des choses, c'est pas si simple, pas terrible, vous apprenez un morceau. Mais si vous dites, après j'ai des copains, je vais jouer avec eux, ben, vous apprenez suffisamment pour que les autres, ils acceptent que vous jouez avec eux et que ça soit suffisamment bon. Donc, en gros, ça devient finalisé, c'est-à-dire que ce qu'on veut apprendre est lié à ce qu'on va faire avec les autres. En fait, c'est une activité qui est sociale, l'apprentissage. On apprend avec les autres, on apprend des autres, on apprend en voulant être avec les autres, en voulant faire plaisir aux autres. Il y a tous ces phénomènes-là, ça fait au sein de la famille, vis-à-vis des copains, des copines, vis-à-vis des enseignants, etc., etc. Tout ça, c'est alchimie complexe. Hein. Et si on enlève des éléments, si on réduit ça à de la performance, ben on n'est plus dans l'éducation. Les discours actuels sur l'éducation, qui sont fondés sur la science, entre guillemets, témoignent plutôt d'une vision de la science assez réduite et une vision tournée vers la performance individuelle. Le problème des neurosciences, c'est qu'on voit les gens tout seuls, hein, on ne voit pas le groupe, alors que beaucoup de choses en éducation se font en groupe. On n'est pas capable de voir plusieurs cerveaux à la fois dans leur machine.
l'intelligence artificielle, c'est les machines qui sont intelligentes, ce n'est pas les humains. Tout bêtement, quand on regarde l'histoire de l'informatique, en gros, l'intelligence artificielle en éducation, ça a commencé en 1970. Et dans les années 80, 90, on s'est dit que finalement, on n'arrivait pas à faire grand-chose de vraiment très utile, à part des cas très spécialisés. Par contre, les gens qui ont travaillé sur l'hypertexte, qui ont travaillé sur finalement des technologies qui servent les humains, qui sont utiles directement pour les humains, avec lesquelles on va pouvoir travailler, ben c'est celle-là qui s'est répandue partout. C'est celle-là qui a changé notre société. C'est cette vision-là, ce n'est pas du tout la vision de l'intelligence artificielle, c'est la vision d'une informatique dédiée au développement de sa propre intelligence, de sa propre capacité à résoudre des choses.